Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes à la 3e édition de notre émission Chine-Afrique Destin Partagé, coproduite par MaTV et CGTN TV. Dans ce numéro, nous allons vous partager les points économiques de la Chine. Dans ces premières images, nous allons vous parler des aides chinoises à l'étranger, une initiative de la Chine qui date de 70 ans. Notre collègue de CGTN français est en duplex avec nous ce soir. Shanhui Shang, pourriez-vous nous donner des détails sur ces aides chinoises? Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un point sur l'aide chinoise à l'étranger. Et oui, l'aide chinoise qui a duré depuis plus de 70 ans, du chemin de fer Tanzanie-Zambie à l'autoroute de Karakoram reliant le Pakistan et la Chine, du riz hybride à Junzhao, de l'artémisinine au vaccin Covid-19, la Chine a fourni des milliers d'ensembles complets et de projets d'assistance matérielle à plus de 160 pays en développement et aussi a formé plus de 400 000 personnes dans de divers domaines. La Chine a toujours insisté sur le respect mutuel, les qualités et le volontariat dans son aide étrangère. Et elle n'attache jamais de conditions politiques, elle ne s'immisce jamais dans les affaires intérieures et elle n'impose pas de difficultés aux autres. Et d'ailleurs, entre 2013 et 2018, 45% d'aide étrangère chinoise est allée en effet en Afrique. Le 24 juin 2022, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine augmenterait l'investissement dans la coopération mondiale pour le développement et elle transformerait aussi le fonds d'aide à la coopération Sud-Sud en fonds de développement mondial et coopération Sud-Sud. Au fonds d'aide de 3 milliards de dollars sera ajouté 1 milliard de dollars de plus pour soutenir la coopération dans les initiatives de développement mondial. Elle va également fournir 100 000 places pour les formations et des séminaires pour les pays étrangers des pays en développement. L'initiative est également soutenue par plus de 100 pays et organisations internationales telles que les Nations Unies et près de 70 pays ont rejoint le groupe des amis de l'initiative mondiale pour le développement, montrant une bonne situation de coopération multi-pays, multisectorielle et aussi une participation pluridisciplinaire. La Chine, en ce sens-là, partage ses fruits de développement avec le monde entier. Comment les solutions chinoises soutiennent-ils la gouvernance mondiale? C'est l'intitulé de notre second sujet.
La Chine a proposé des solutions chinoises à de nombreux problèmes mondiaux, insufflant un dynamisme nouveau à la gouvernance mondiale. Comment faut-il comprendre ces solutions chinoises? Quel rôle la jeune génération joue-t-elle dans le développement inclusif? 3 spécialistes et universitaires livrent leurs analyses dans ces rencontres. On voit que durant l'année 2022, la Chine a proposé à plusieurs reprises des idées comme pendant le G20, une initiative mondiale pour le développement, ou encore des élargissements sur des notions déjà existées auparavant, par exemple la communauté de destin commun pour l'humanité. On a des élargissements sur la cyberspace et sur le domaine de la santé, sur aussi des relations sino-africaines, par exemple. Donc, pour vous, quelles sont les particularités de ces initiatives? Est-ce qu'il y a des choses en commun là-dedans? Les États ont des intérêts et quand les intérêts convergent, ça va dans le bon sens. Quand les intérêts divergent, ça va dans un sens différent. Donc, il y a les intentions et les phases pragmatiques d'application de ces intentions. C'est pas du tout la même chose. Je pense que je suis venu en Chine parce que j'y crois. Donc, je pense qu'il est possible de construire différents types de relations avec les nations du monde parce que la Chine n'a pas de passé colonial. Donc j'ai été en France, aux États-Unis, et puis à nouveau en France, et constaté dans ma propre expérience que le passé colonial pèse énormément dans les rapports entre Euro-Américains et les Africains. Donc j'ai fait le choix, en faisant pas mal de sacrifices en quittant la France, de venir en Chine parce que j'estimais que l'absence de passé colonial de la Chine nous permettrait peut-être de travailler d'égal à égal en dépit d'énormes différences de richesse, dans le respect de la diversité culturelle et qu'il était possible dans ces circonstances-là de s'entendre sur l'avenir de l'humanité et essayer de construire des relations sur des bases nouvelles. Mais comme dans toute construction, ce qui me semble important, c'est d'accepter de mettre en place des dispositifs de résolution de conflits. Parce qu'il n'y a pas de mariage parfait, ça n'existe pas. Donc, il faut que dans nos relations, on accepte qu'il y ait des ratés et qu'on mette en place des mécanismes pour résoudre ces ratés qui sont absolument incontournables dans les relations humaines. Donc, c'est un peu comme ça que je prends cela. C'est une très, très bonne initiative. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur les rapports pacifiques entre nations, mais il ne faut pas être naïf en pensant que les nations vivent pacifiquement en permanence. La paix éternelle, c'est une vue de l'esprit, ça n'a jamais existé. Je partage l'analyse du professeur Roll sur le passé colonial, car le passé colonial pèse lourdement dans les relations internationales d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ça. Il faut pas oublier ça. Et non pas seulement parce que la Chine n'a pas d'histoire de colonisation, mais la Chine a failli être colonisée par les puissances européennes comme le continent africain. Ils ont essayé de coloniser la Chine, ils n'ont pas réussi parce que la Chine est trop grande. La Chine est trop grande. La Chine est une masse invincible. Alors, ils ont essayé, finalement, ils ont abandonné, ils ont créé, en créant quelques concessions sur la côte de la Chine. Hong Kong, Macao, ce sont des concessions. Ils ont créé des concessions, mais ils n'ont pas réussi à complètement coloniser la Chine, contrairement à l'Inde. Ils ont complètement colonisé l'Inde. C'est pour cela que la Chine, de ce point de vue, partage le sentiment des pays en développement, des pays qui ont été anciennes colonies des puissances occidentales. Voilà. Est-ce que par des initiatives chinoises comme des développements inclusifs, l'idée que le monde, enfin tout le monde peut développer en même temps, peut être tous gagnants, est-ce que ça va être une idée un peu différente que les anciennes logiques de rivalité? Olivier, quel est votre avis là-dessus?
Bah, moi, je pense que d'un point de vue plus récent, c'est vrai, je suis d'accord avec les deux professeurs, mais je vais parler en termes un peu plus récents et en termes que jeunes. Je pense que cette toile géopolitique a aussi, je ne dirais pas réenchéri, entre guillemets, a pris le cas Afrique, a remis le cas Afrique sur la scène internationale, mais il faut aussi regarder d'un point de vue interne. Beaucoup d'Africains, les Africains, d'un point de vue intérieur, ils prennent conscience déjà du fait que, quelle que soit la race, quelle que soit la provenance, quel que soit le degré de développement, nous appartenons tous à la même humanité. Et aussi, mais cette affirmation, si tout le monde, on sait qu'on appartient à la même humanité, mais cette affirmation implique aussi qu'on partage les risques et on partage aussi les avantages. Et c'est cela que nous avons pu avoir l'opportunité de constater avec des Covid, avec la crise russo-ukrainienne, avec le COP27 qui a eu lieu récemment en Égypte, où on a vu comment les changements climatiques ont créé beaucoup de problèmes. C'est-à-dire les Africains maintenant, ils pensent mieux à consolider leurs efforts. Ça veut dire que nous avons une communauté, nous avons un destin commun. Ça veut dire que ce futur, nous pouvons avoir un futur meilleur. On dit the Africa we want, ensemble, main dans la main. Donc je me dis, et maintenant le point clé, c'est maintenant avec cette pléthore d'initiatives géopolitiques, il faut savoir où est la position de l'Afrique. J'aime souvent dire portfolio mentality. Ça veut dire il faut penser en termes de besoin. De quoi ai-je besoin? Et c'est en fonction de ça que je signe des partenariats et que je communique avec l'extérieur. Donc c'est à peu près maintenant la manière de penser des Africains. Et bien entendu, pour répondre directement à votre question, je vous dirais que le développement d'un pays au détriment de l'autre, ça c'est les pensées, c'est avant. Mais maintenant, il y a un petit changement au niveau des perceptions, surtout pour nous jeunes. Donc, en gros, c'est cela. Monsieur Ding, finalement, quelle est, selon vous, la racine culturelle où la Chine a avancé ses idées, toujours ces idées de développement inclusif ou de développement commun est-ce qu'il y a une racine culturelle là-dedans? Bien sûr, il y a une racine culturelle profonde dans tout cela. Brièvement. En fait, on est en train de construire une société chinoise dite de moyenne aisance. Et le terme une société de moyenne aisance découle d'une exception de Confucius, il y a plus de 2500 ans. Donc, Confucius avait dit à l'époque que la société chinoise connaîtra 2 étapes de développement dans l'avenir. Première étape serait une société de moyenne aisance. Une société de moyenne aisance, eh bien, les besoins matériaux ont été satisfaits automatiquement, les gens vont vivre en harmonie, etc. Et l'étape suprême, à la fin, ce serait l'harmonie suprême. L'harmonie suprême, ce serait le dernier stade de l'évolution de la société chinoise. Donc, ce genre de description ou ce genre d'idéal de développement de la société chinoise correspond plus ou moins aux descriptions de Karl Marx. Lorsque Karl Marx parle de différentes étapes du développement de la société humaine, pour finir par le communisme, etc. Vous voyez, ce n'est pas une coïncidence que la Chine ait accepté le modèle marxiste ou le modèle aussi facilement, parce que ça correspond un peu aux anciennes idéales des philosophes chinois. Il y a plus de 2500 ans. Donc tout cela, on trouve une racine culturelle profonde. Une similitude de pensée et de l'avenir. Et maintenant, si on veut construire une société, une communauté de ces combats, c'était un peu pour répondre aussi à ce genre d'aspiration de nos ancêtres philosophes.
Dans ce troisième volet, nous allons parler de l'e-commerce, un salon de l'emploi transfrontalier sur le commerce électronique s'est récemment tenu à EU. Des entreprises y recrutaient des animateurs et des vendeurs parlant couramment des langues étrangères autres que l'anglais. Plus de précisions dans ce reportage intitulé « L'e-commerce à la recherche de streamers parlant couramment des langues étrangères ». Nous nous concentrons sur les postes linguistiques et recherchons plus particulièrement des personnes parlant espagnol, russe et portugais. À elle seule, cette entreprise a 400 postes à pourvoir pour des locuteurs de langues étrangères autres que l'anglais. Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs sur les plateformes de retransmission en direct à l'étranger, telles que TikTok et Amazon, davantage d'entreprises de commerce électronique font évoluer leur commerce en direct d'une version nationale à une version internationale. Pour tirer parti de cette tendance, l'entreprise a réorienté 60% de son activité principale de vente en gros vers la vente au détail transfrontalière. En outre, elle a lancé des activités de retransmission en direct pour plus de 10 de ses boutiques en ligne, ciblant une variété de pays allant du Brésil au Japon. Ce faisant, elle a découvert que l'ajout d'un animateur conversant dans une langue étrangère autre que l'anglais attire plus d'adeptes. Notre service deviendra plus centré sur la clientèle en même temps qu'il stimulera le volume de marchandises brutes de notre plateforme de commerce en direct. Bien qu'elle offre un salaire annuel compétitif de près d'1 million de yuan, l'entreprise n'a pu recruter que 4 personnes qualifiées en raison de la pénurie de talents. Les statistiques indiquent que 16 000 spécialistes dans diverses langues sont nécessaires dans le centre du commerce électronique transfrontalier de Yiwu. 90% des diplômés de l'Université de l'Industrie et du Commerce de Yiwu ayant une spécialisation en langues étrangères ont déjà été retenus par les employeurs. Au cours des 8 dernières années, le volume des transactions de commerce électronique transfrontalier dans la zone pilote de commerce électronique transfrontalier de Hangzhou a été multiplié par 1000, alors que le nombre de professionnels des langues étrangères non anglophones n'a pas suivi le même rythme. La plupart d'entre eux travaillent à temps partiel et il n'y a tout simplement pas assez de professionnels disponibles. Transférer des streamers non locaux à Hangzhou pour le travail serait également trop coûteux. Les établissements d'enseignement du Zhejiang explorent actuellement de nouveaux modèles de formation des talents qui intègrent de multiples compétences. Par exemple, les universités de la ville de Chuzhou proposent désormais un cours facultatif de langues étrangères pour le commerce électronique transfrontalier. Et la faculté des sciences et des technologies de l'université de Ningbo s'est associée à une alliance industrielle locale pour lancer une nouvelle faculté du secteur du commerce électronique. En outre, les étudiants de l'université Ueshu de Zhejiang, spécialisés dans les langues étrangères autres que l'anglais, peuvent choisir des cours liés au commerce électronique transfrontalier au cours de leur 3e année afin d'élargir leurs compétences professionnelles. La province du Zhejiang a l'intention d'encourager l'ajout de cours sur le commerce électronique transfrontalier dans les filières linguistiques, dans le cadre d'un effort visant à former des personnes plus qualifiées pour ce secteur. C'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous donne rendez-vous d'ici 2 semaines pour un nouveau numéro. Bonne soirée et restez avec la chaîne MaTV.